Jack London, Semper Idem, l'homme sans nom. Traduction de Louis Postif. Le docteur Bicknell était de charmante humeur. Par suite d'un minime incident, d'une négligence de rien du tout, un homme, qui aurait pu s'en tirer, venait de mourir la nuit dernière. Bien qu'il s'agît d'un simple matelot, spécimen de l'innombrable tribu des mal lavés, l'économe de l'hôpital s'était fait du mauvais sang toute la matinée. Ce n'était pas la mort du malade qui l'ennuyait. Il connaissait trop bien le docteur pour cela, mais son désespoir venait du fait que l'opération avait si bien réussi. Une des plus délicates en chirurgie. Elle avait été accomplie avec autant d'habileté que d'audace. Tout aurait dépendu ensuite du traitement des infirmières, autant dire de l'économe. Et l'homme était passé de vie à trépas. Une petite négligence, de rien du tout, mais suffisante pour attirer sur sa tête la colère professionnelle du docteur Bicknell et pour troubler pendant 24 heures le train-train du personnel. Néanmoins, nous l'avons dit, le docteur était d'humeur charmante. Quand l'économe inquiet et tremblant vint l'avertir de la dernière fugue du matelot, ses lèvres ne formulèrent pas la moindre critique. Tout au plus laissèrent-elles échapper quelques fragments d'air de jazz, interrompus par une cordiale demande de renseignements sur la santé du premier-né de son interlocuteur. L'économe, persuadé que son auditeur n'avait pas saisi le point capital de son récit, se mit en devoir de lui en répéter l'essentiel. « Oui, oui, dit le docteur Bicknell avec impatience, « je comprends, mais où est Semper Idem? Est-il prêt à partir ?»« On est en train de l'habiller, répondit l'économe, qui reprit la série de ses devoirs, heureux de voir la paix régner entre ces murailles imprégnées d'une odeur d'iode. C'était la guérison de Semper Idem qui consolait si bien le docteur Bicknell de la perte du Maturin. À ses yeux, les vies ne comptaient pour rien. Les morts constituaient les accidents désagréables, mais inhérents à la profession. Mais les cas. Ah, parlez-moi des cas intéressants. Voilà la grosse affaire. Les gens qui le connaissaient étaient tentés de le traiter de boucher. Mais tous ses collègues s'accordaient à penser, entre guillemets, que jamais homme plus capable ne se pencha sur une table d'opération. Il ne brillait pas par l'imagination. Dépourvu d'émotion, il n'en pouvait tolérer aucune. Méticuleux, précis et scientifique par tempérament, il considérait les hommes comme des pions, sans individualité ni valeur personnelle. Mais les cas le passionnaient bien autrement. Plus un être humain se trouvait abîmé, plus précaire s'avérait le lien qui le rattachait à la vie, et plus il prenait d'importance aux yeux du docteur Bicknell. Il aurait planté là un poète lauréat souffrant d'un accident vulgaire, pour courir au chevet d'un vagabond anonyme, déchiqueté, mais bravant toutes les lois de la vie en refusant de mourir, avec autant de désinvolture qu'un enfant abandonnant le guignol pour le cirque. Or, Semper Idem constituait un cas remarquable. Le caractère mystérieux de cet individu n'intéressait pas plus le docteur que son silence obstiné, ni le roman voilé que les reporters des journaux à sensation avaient si vainement exploité dans les éditions du dimanche. La gorge de Semper Idem avait été coupée. Voilà le point important, et voilà sur quoi se concentrait l'attention du docteur. Sa gorge avait été tranchée d'une oreille à l'autre, et pas un chirurgien sur 1000 qui n'eût répondu par un claquement de doigts si on lui avait parlé de chance de guérison. Cependant, grâce à la célérité du service d'ambulance et à l'habileté du docteur Bicknell, le malheureux fut ramené de force dans le monde qu'il voulait quitter. Les aides du docteur, au moment où l'on apporta le malade, hochaient la tête et déclaraient toute intervention impossible. Gorge, trachée artère et veine jugulaire étaient pour ainsi dire sectionnées, et la perte de sang était effroyable. Dans un cas si désespéré, le docteur Bicknell
n'hésita pas à employer des méthodes et accomplir des choses qui firent frissonner cet entourage professionnel. Et voici que l'homme était guéri. Voilà pourquoi, en cette matinée où Saint-Père Idem devait quitter l'hôpital, gaillard et dispos, la bonne humeur du docteur Bicknell ne fut nullement troublée par le rapport de l'économe, et il se mit joyeusement à rafistoler le corps d'un enfant qui venait d'être broyé sous les roues d'un tramway. Comme beaucoup s'en souviendront, le cas de Saint-Père Idem suscita une curiosité malsaine mais profondément naturelle. On l'avait trouvé dans une chambre meublée d'un quartier pauvre, la gorge tranchée comme nous venons de le dire. Le sang coulait goutte à travers le plancher, sur la table de la chambre en dessous, où des gens étaient en train de festoyer. L'homme s'était évidemment coupé la gorge debout, la tête baissée, pour que son dernier regard tombât sur une photographie appuyée à un chandelier sur la table. Ce fut cette attitude qui permit au docteur Bicknell de le sauver. L'homme s'était porté un coup de rasoir si terrible que s'il eût relevé la tête comme il aurait dû le faire pour accomplir convenablement l'opération, avec le cou tendu ainsi que les tissus vasculaires, il se serait certainement décapité aux 3/4. À l'hôpital, au cours prolongé de la route répugnante qui le ramenait à la vie, pas une parole ne s'échappa de ses lèvres. Les limiers, détachés par le chef de la police, ne purent lui arracher un mot. Personne ne le connaissait, personne ne l'avait jamais vu, personne n'avait entendu parler de lui auparavant. Il appartenait uniquement et exclusivement au présent. Ses vêtements et son milieu dénotaient un manœuvre, ses mains un gentilhomme. Mais on ne put découvrir la moindre ligne d'écriture ni rien d'autre pouvant servir à indiquer son passé ni sa situation, à part une exception. Cette exception était la photographie. Si c'était vraiment un portrait, la femme qui, sur ce carton, vous regardait franchement, devait être une créature absolument frappante. Il s'agissait d'une photographie d'amateur, car les détectives eurent la déconvenue de ne trouver derrière aucune adresse de photographe professionnel ni d'atelier quelconque. Mais, dans un coin de la monture, l'inscription suivante était tracée, d'une écriture délicate et féminine. « Semper idem, semper fidelis ». Et elle avait l'air fidèle en vérité. Beaucoup s'en souviendront. C'était une figure à ne jamais oublier. Bien des allusions assez vraisemblables furent publiées dans les grands journaux de l'époque, mais cela n'aboutit qu'à surexciter la curiosité publique et fournir de la copie en abondance aux tireurs à la ligne. Faute d'autre nom, le suicidé recousu resta connu des carabins du monde sous le nom de Semper Idem. Reporters, détectives et infirmières y perdirent leur latin. Impossible de lui arracher une parole. Cependant, la lueur consciente de ses yeux indiquait que ses oreilles entendaient et que son cerveau comprenait toutes les questions qu'on lui posait. Toutefois, ce mystère romanesque ne jouait aucun rôle dans l'intérêt que lui témoignait le docteur Bicknell lorsqu'il s'arrêta au bureau pour dire un mot d'adieu aux convalescents. Le docteur avait accompli, en la personne de cet homme, un prodige sans précédent dans les annales de la chirurgie. Peu lui importait quel genre d'homme c'était, et il avait bien peu de chance de le revoir jamais. Mais pareil à l'artiste contemplant sa statue achevée, il désirait jeter un dernier regard sur ce chef-d'œuvre de ses mains et de son cerveau. Semper Idem, s'obstinant dans son mutisme, semblait pressé de partir. Le docteur ne put lui arracher un mot, ce qui, d'ailleurs, était le moindre de ses soucis. Il examina soigneusement la gorge du rescapé, arrêtant sur la hideuse cicatrice un regard paterne. Ce n'était pas précisément beau à voir. Une ligne apoplectique encerclait la gorge comme si l'homme venait d'échapper au nœud coulant du bourreau, et disparaissant de chaque côté sous les oreilles, semblait se prolonger sur la nuque. Se soumettant à l'examen du docteur, à la façon d'un lion enchaîné, Semper Idem, entêté dans son silence, ne manifestait qu'un désir, celui de se dérober au regard du public. « Eh bien, je ne vous retiens pas, dit enfin le docteur Bicknell,
en lui posant une main sur l'épaule et en jetant un dernier coup d'œil sur son travail. « Mais permettez-moi de vous donner un conseil. La prochaine fois que vous essaierez, levez le menton, comme ceci. Ne baissez pas la tête, ainsi qu'un bœuf à l'abattoir. Faites la chose comme il faut, proprement, et en vitesse. » Les yeux de Saint-Père Idem brillèrent en signe d'intelligence. Et un instant après, la porte de l'hôpital se referma sur ses talons. Ce fut une journée bien remplie pour le docteur Bicknell, et l'après-midi s'avançait quand il alluma un cigare avant de quitter la table d'opération où les patients semblaient se disputer la place. Cependant, le dernier, un vieux marchand de guenilles avec une fracture à l'omoplate, venait d'être emporté, et les premières volutes odorantes commençaient d'envelopper la tête du docteur, lorsque la cloche d'une ambulance pressée lui parvint de la rue par la fenêtre ouverte. Presque aussitôt, les infirmiers apportèrent dans la salle la civière, avec son morne fardeau. « Étendez-le sur la table !» ordonna le docteur, en se détournant un moment pour déposer son cigare en lieu sûr. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un suicide. L'homme s'est tranché la gorge, » répondit l'un des brancardiers. « Dans Morgan Alley. »« Pas grand espoir, je crois, docteur. Il est, pour ainsi dire, mort. »« Vraiment ? Enfin, voyons toujours. » Il se pencha sur l'homme au moment où la dernière flamme de vie vacillait et s'éteignait. « C'est Saint-Père Idem qui est revenu, » déclara l'économe. « C'est exact, » répondit le docteur Bicknell. « Revenu et reparti. Cette fois, au moins, il n'a pas bousillé l'ouvrage. C'est de la besogne bien faite, ma parole, très bien faite. Il a suivi mon conseil à la lettre. On n'a plus besoin de moi ici. Emportez-le à la morgue. » Le docteur Bicknell reprit et ralluma son cigare. En regardant l'économe entre deux bouffées, il déclara « Cela rétablit l'équilibre avec le bonhomme que vous avez perdu hier soir. Nous voilà quittes.